This is not real. This is not real. This is not real. This isn't happening. Kate, tell me this isn't really happening. Sur le cynisme et la duplicité des politiques, par exemple, vis-à-vis des faits scientifiques, même en France, on peut aller chercher des parallèles qui sont intéressants. Your breathing is stressing me out. This will affect the entire planet. I know, but it's like so stressful. Il y a un autre aspect qui est très intéressant dans le film, c'est la relation complexe entre scientifiques, politiques et monde industriel, monde économique en général. Do you know how many world is ending meetings we've had over the last 2 years? Drought, famine. Hole in the ozone is so boring. How dare you? Make our planet great again. Vous avez certainement entendu parler du film événement de Netflix avec un casting monstre composé de Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio ou encore Meryl Streep, Cate Blanchett et Timothée Chalamet qui fait beaucoup parler depuis Noël. L'histoire de deux astronomes qui découvrent qu'une comète fonce sur la Terre. Analogie du réchauffement climatique. Quand j'ai regardé Don't Look Up, Déni cosmique, le film ne m'a pas fait rire. Il m'a déprimé tant il m'a semblé refléter une réalité. En tant que journaliste, plongé au quotidien dans les données scientifiques et les rapports d'expertise que j'épluche pour comprendre les bouleversements écologiques et climatiques et les raconter, Don't Look Up m'a parlé de manière très concrète. J'échange beaucoup avec le monde de la recherche que je connais plutôt bien. Dans Don't Look Up, j'ai reconnu la déconnexion qui existe entre l'univers des journalistes et celui des laboratoires d'études. Je sais le temps précieux qu'on perd en ne s'écoutant pas, en ne sachant pas se parler, en ne se comprenant pas. Et visiblement, les climatologues sont nombreux à se reconnaître à travers les protagonistes du film. D'ailleurs, l'actrice principale, Jennifer Lawrence, a raconté lors d'une conférence de presse avoir assisté à une projection avec des scientifiques à Los Angeles qui applaudissaient le film. C'était vraiment quelque chose à voir, nous dit-elle, appuyée par son acolyte, Leonardo DiCaprio, ravi de montrer, je le cite, la frustration de la communauté scientifique. Mission réussie, à en croire les différentes prises de parole de chercheurs depuis la sortie du film de Michael Eman, directeur du Earth System Science Center de l'Université de Pennsylvanie, auteur de La Nouvelle Guerre du Climat, qui a inspiré l'un des héros de l'histoire et qui s'est exprimé dans le monde, à Peter Kalmus, climatologue de la NASA, qui a publié dans le Guardian une tribune dans laquelle il déclare comprendre le sentiment des personnages principaux du film, impuissants face à l'inaction politique. C'est ça, être un scientifique du climat, écrit le chercheur. En France, la coprésidente du groupe 1 du GIEC, Valérie Masson-Delmotte, s'est également exprimée, d'abord dans un long thread sur Twitter, puis dans une tribune dans The Conversation, où elle écrit à voir comme les héros de Netflix étaient confrontés au manque d'intérêt de la part des politiques. Elle déclare « Il m'est arrivé d'avoir 3 minutes pour présenter un rapport du GIEC à un chef d'État. » Tell me about it. You got 20 minutes. 20 minutes? Go. Et vis-à-vis des journalistes, pas mieux. La scientifique explique avoir aussi souffert de cette dissonance lors d'interventions dans les médias avec la question de la manière d'aborder des enjeux graves liés au changement climatique dans un monde médiatique qui cherche la distraction, les aspects simplistes, la dispute. How big is this thing, though? Can it destroy my ex-wife's house? Is that possible? There's a 100% chance that we're all going to die! Kate? Alors je préviens, je ne suis pas critique cinéma, il ne s'agit pas de faire une critique du film ou d'en dire du bien ou du mal, mais de comprendre pourquoi certains scientifiques se reconnaissent tant dans ce film. Je ne vais pas vous dire ce que j'en ai pensé, juste profiter de l'opportunité d'aborder un sujet très présent dans le scénario, le rapport conflictuel entre les scientifiques qui alertent sur l'urgence et les médias et le pouvoir politique. Attention, spoiler alerte, non, je rigole, vous inquiétez pas. Si vous l'avez pas vu, vous pourrez tranquillement découvrir le film sans qu'on vous ait tout gâché. J'ai contacté quelques climatologues pour comprendre ce qui fait tant écho à leur expérience et nous en parler. C'est une comédie qui met en image finalement une catastrophe qui est annoncée par les scientifiques et qui est mal prise en compte par les médias et par le monde politique. Une forme d'allégorie de ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec le changement climatique. Ça fait pas mal d'années en tant que climatologue que effectivement j'annonce ces dangers et que je constate que assez peu d'actions sont prises. Je suis ancien vice-président du groupe scientifique du GIEC. J'ai surtout des contacts avec les décideurs politiques depuis une vingtaine d'années, disons. C'est quelque chose que nous vivons. Pour moi, ça a été une espèce de moment d'effoulement, de voir exposer les difficultés auxquelles on est confronté, en particulier sur la question du déni, de cette manière complètement satirique, un peu grossie, mais pas tant que ça finalement. En fait, ça fait du bien. At this exact moment, I say we sit tight and assess. Sit tight and assess? Sit tight. And then assess.
The sit tight part comes first, then you got to digest it. That's the assessment period. Si on regarde bien ce qui s'est passé dans les sciences du climat, en fait, on a passé plusieurs décennies perdues, globalement d'inaction, pendant lesquelles les politiques et le monde industriel ont dit il y a des incertitudes, il faut continuer à faire de la recherche avant d'agir parce que tout ça est très compliqué, ça va coûter cher et avec des conséquences sur l'emploi. Toutes sortes de parallèles avec le film. Et donc, il est urgent de ne rien faire. So how certain is this? There's 100% certainty of impact. Please, don't say 100%. Can we just call it a potentially significant event? But it isn't potentially going to happen. 99.78% to be exact. Oh, great. Okay, so it's not 100%. Call it 70% and let's move on. But it's not even close to 70%. Let's just use like 60% as a working number. Un aspect très intéressant du film, c'est de montrer la force des mécanismes de déni. Dans une situation complètement extrême, il y a une forme de naïveté, y compris des scientifiques eux-mêmes. On n'agit pas en fonction de faits objectifs. On est mu par un ensemble de valeurs, on a une certaine identité, on est contraint par certaines normes, par certains liens avec un milieu dont on partage les valeurs. Et tout ça, ça fait que quand on reçoit une information et qu'elle est incompatible avec sa propre identité, on va la refouler, on va la dénier. Et c'est un mécanisme qui est extrêmement puissant, d'autant plus puissant quand on annonce une mauvaise nouvelle. Do you understand that this is an apocalyptic event? You cannot go around saying to people that they're going to die. You know, it's just nuts. C'est pas seulement la question de l'information qui est importante. Ce qui est important, c'est aussi, face à une mauvaise nouvelle comme ça, qu'est-ce que moi je peux y changer ? Si on m'avance une mauvaise nouvelle et que je peux absolument rien y faire, naturellement, la solution toute trouvée, c'est de l'enterrer ce problème, de ne pas le voir. Si en revanche, je suis dans une situation dans laquelle j'ai l'impression que j'ai une responsabilité et une capacité à agir, dans ces cas-là, j'ai effectivement probablement des ressorts plus grands pour transformer la façon dont je considère le problème, dont je me vois, ma perception des faits. Et ça montre bien dans quelle mesure le problème de l'alerte, c'est pas seulement un problème de scientifique. Après, on voit bien que voilà, le temps politique prend le pas sur le temps de la décision, de la véritable décision politique. On retarde parce que c'est pas le moment. Notre souhait, c'est que les décideurs politiques s'appuient sur je dirais, le diagnostic du GIEC pour prendre des décisions. Mais bon, parfois, science et politique peuvent aussi faire bon ménage, du moins en apparence, pour servir des intérêts électoralistes par exemple, ou en termes de communication. D'ailleurs, à ce sujet, l'océanographe Xavier Capet a beaucoup pensé à Emmanuel Macron en me parlant de ce film. Après tout, ce qui vaut pour la Maison-Blanche peut valoir aussi pour l'Élysée. Il m'a rappelé certains moments du quinquennat qui l'ont énervé. Au tout début de la présidence d'Emmanuel Macron, il lance un grand mouvement Make Our Planet Great Again. Make our planet great again. C'est une façon pour lui de se présenter, alors que Trump justement est en train de sortir de l'accord de Paris, de se présenter comme le sauveur de la planète. On va rendre sa grandeur à notre planète. Derrière, on voit ce qu'il y a. En termes de moyens, c'est très très faible. Il y a une enveloppe de 30 millions d'euros qui est mise pour accueillir une quarantaine de chercheurs étrangers en France, comme une espèce de havre, de grand phare de l'humanité qui va poursuivre la recherche sur le climat et trouver des solutions. C'est un parallèle évident avec des choses qui se déroulent dans le film. Vous me parlez de Make Our Planet Great Again, mais justement là c'était un appel à la communauté scientifique américaine au moment où il y a des coupes budgétaires dans les agences environnementales faites par l'administration Trump. Regarding the question as to climate change, I think the president was fairly straightforward. That we're not spending money on that anymore. C'est exactement ça. Il y a ces coupes budgétaires et Emmanuel Macron veut présenter la France et lui-même comme l'endroit où va continuer à rayonner la recherche scientifique. Il explique que les accords de Paris seront mis en œuvre et qu'on va y arriver. 5 ans plus tard, quasiment, quand on repense à la manière dont il se fait étriller en France par le Haut Conseil pour le climat sur son propre manque d'ambition sur le changement climatique, on voit bien qu'il y a quand même un gros problème et qu'on est dans une opération de communication. To all scientists, engineers, entrepreneurs, responsible citizens who were disappointed
by the decision of the President of the United States, I want to say that they will find in France a second homeland. I call on them, come and work here with us, to work together on concrete solutions for our climate, our environment. Force de constater qu'il y a un fossé entre l'ambition affichée, et ce n'est pas vrai que pour la France, et la réalité. Alors, on prend constamment du retard et nous ne sommes visiblement pas pour le moment sur une trajectoire de limitation à 1,5 degré, mais plutôt si nous ne faisons pas un changement radical et complet sur une trajectoire qui nous emmène, je dirais grosso modo, vers 3 degrés dans la fin de ce siècle. Mais bon, les intérêts économiques court-termistes priment et dictent de nombreux choix politiques. Est-ce que, comme dans le film, vous êtes confronté, quand vous êtes en relation avec des personnalités politiques ou des décideurs, au poids des industriels et des lobbies industriels? Mais bien sûr, en partant des propositions faites par la Convention citoyenne, qui étaient des propositions très pertinentes par rapport au réchauffement climatique, eh bien, elles ont été complètement dévoyées dans le projet de loi. La proposition disons par rapport à la publicité, on est loin du compte. Et évidemment, le monde publicitaire s'est élevé contre cette idée de ne plus faire de publicité sur tout ce qui était dommageable par rapport à l'environnement. Il est certain que les industriels agissent pour proposer leur solution et pour dire que c'est leur solution qui est la bonne. Et en particulier aux États-Unis, en fait, je pense qu'il est démontré que des industriels du charbon ou des pétroliers de manière générale ont fait passer des messages pour nier la réalité du changement climatique et avec un certain succès pour alimenter le climato-scepticisme pendant une vingtaine ou une trentaine d'années. Et puis après, on a un deuxième temps qui est le temps dans lequel on vit maintenant. Des solutions sont proposées, des solutions que je vais appeler techno-scientifiques, basées sur l'innovation, qui sont promues par tout un tas de secteurs industriels, de grands intérêts privés. Et là, d'un seul coup, en fait, la question des incertitudes est complètement oubliée. Et là, il y a aussi une scène dans le film que je ne vais pas raconter, mais dans laquelle le scientifique se retrouve humilié par un grand industriel qui propose une solution technoscientifique au problème de la comète. This comet actually contains $140 trillion worth of assets. What do these trillions of dollars even matter if we're all gonna die? Le scientifique étant en train de lui demander, en gros, mais est-ce que, voilà, quels sont les risques? Mais on est exactement dans la même situation à l'heure actuelle, avec des solutions technoscientifiques qui sont avancées, pour certaines qui ont été fabriquées en catimini, pour lesquelles en fait on n'a pas accès aux informations pertinentes qui ont servi à les mettre en œuvre. Il y a cette manipulation qui se met en place par rapport à la géo-ingénierie, et là les Américains sont très présents. Cette idée qui est extrêmement dangereuse, que le réchauffement climatique est effectivement un problème, mais qu'on y arrivera. Disons que quand le problème sera là, on saura trouver des solutions. Et ça, c'est évidemment faux pour le réchauffement climatique. Personne n'arrêtera l'élévation du niveau de la mer, par exemple. Pour moi, éthiquement, effectivement, c'est un égoïsme de notre génération. C'est-à-dire, c'est faire prendre le risque, mettre une épée de Damoclès sur les jeunes d'aujourd'hui par rapport à ce risque d'un changement climatique majeur et rapide, relativement très rapide. Maintenant, pour ce qui est des solutions, par contre, il est clair que les industriels, un peu pour leurs intérêts, essayent de mettre en avant leurs solutions à eux. Qu'est-ce qui se passe si tous ces plans technoscientifiques ne se réalisent pas? On aura perdu beaucoup de temps, on aura émis beaucoup de CO2 et il faudra à ce moment-là envisager de faire ce qu'on devrait faire tout de suite, ou en tout cas ce qu'on devrait considérer tout de suite parmi les plans envisagés, qui est des changements d'usage, de la sobriété. L'idée, c'est pas de dire que la technologie peut rien apporter, mais dans le monde réel, on voit bien à quel point dirigeants politiques et industriels, en France et dans à peu près tous les endroits du monde, poussent des solutions technoscientifiques en refusant absolument d'envisager une combinaison de changements d'usage et de solutions technoscientifiques. La meilleure façon, c'est effectivement de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, dans les laboratoires, forcément, on s'interroge car on va avoir besoin des chercheurs dans le débat public.
Mais au final, ce sera toujours aux politiques de trancher. Il y a beaucoup de questions qui se posent dans les laboratoires, beaucoup de discussions sur ce que nous devons faire, disons, à quel titre, comment, de quelle façon nous devons intervenir. On a, à travers les rapports du GIEC, une base commune, disons, un socle commun de connaissances, si vous voulez. Après, chacun, évidemment, le présente, disons, le transmet à sa façon, avec sa propre aussi expertise. Mais on a envie de communiquer, mais on se pose des questions collectivement sur la meilleure façon de communiquer, sur comment peut-on répondre aux sollicitations des politiques, jusqu'où peut-on aller. Les scientifiques n'ont pas vocation à dire ce que doivent faire les politiques. Nous, notre rôle, c'est de les informer avec des faits. Et ensuite, et c'est le cas aussi dans le contexte du changement climatique, la science ne dit pas ce qu'il faut faire. Éventuellement, elle peut aider à fixer des contraintes ou des zones qui sont des zones non réalistes en termes de scénario de ce qu'on peut déployer. Mais il y a des tas de façons de décarboner notre monde. Et le choix entre les différentes possibilités, c'est un choix politique, c'est pas un choix scientifique. Voilà, tout cela dit beaucoup sur le pouvoir politique, sur sa façon d'appréhender les enjeux climatiques, sur ses relations avec le monde scientifique, avec la science plus généralement. Cela dit aussi qu'il faut changer en profondeur notre rapport aux sciences du climat et de l'écologie, parce que si on continue comme ça, on peut tous mourir. Oui, il y a des moments un peu désespérants, mais il y a aussi l'envie de ne pas baisser les bras, en particulier parce que en 2018, le GIEC dit chaque demi-degré compte. C'est pas à 2 degrés c'est foutu, ou à 2,5 degrés, ça y est, c'est l'apocalypse. On est beaucoup à l'intérieur de la communauté climat à penser que, effectivement, c'est un combat qu'il faut mener, chacun avec ses moyens, chacun depuis l'endroit où il est efficace, et qu'il n'y a pas un moment où ça s'arrête. Ce n'est pas une fatalité, on peut encore tous lever les yeux et en décider autrement.